Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 8, Ross Ulbricht, 4e partie. En étant dans ce monde virtuel, Nathaniel Popper, où il n'interagissait qu'avec des écrans, journaliste au New York Times. qu'avec des avatars en ligne, il s'est détaché de son humanité. Il est devenu insensible. On le voit sur son journal. On peut voir son évolution pour atteindre finalement ce moment où il est carrément capable de commanditer un meurtre. Il a considéré que la réussite de son projet était plus importante que la vie de quelqu'un. Il me fait penser à tous ces révolutionnaires qui arrivent au point de pouvoir tuer des gens pour leurs idées. Il est devenu un dictateur dans ce monde qu'il avait inventé pour se débarrasser des dictateurs et des autorités. Ross a commis une erreur fatale. Il vient de franchir la ligne rouge. Mais pour l'instant, rien ne le relie à son avatar, le terrible Dread Pirate Roberts. À ce moment-là, il y avait déjà 10 agences qui bossaient sur l'opération Silk Road. Ils bossaient dessus depuis 2 ans. Et c'était embarrassant parce qu'ils ne progressaient pas. Ils n'avaient aucune idée de qui était le Dread Pirate Roberts. C'est une des plus petites agences en charge de l'enquête, l'IRS, la police fiscale américaine, qui va faire la plus grosse avancée au cours de l'été 2013. Un agent a trouvé l'adresse email de Ross, juste avec Google. À l'époque, cela n'a pas été lié à l'enquête. Mais toutefois, il semble que la première fois que le nom de Ross est sorti, cela ne venait pas d'une opération très sophistiquée. Il s'agissait juste d'une recherche Google. Deux ans plus tôt, au lancement de Silk Road, Ross avait fait la promotion de son site sur certains forums. Il avait ensuite effacé ses messages. Mais il a fait une petite erreur. En épluchant minutieusement des milliers de pages web, les agents fédéraux tombent sur un message lié à Silk Road signé d'une adresse email rossulbricht@gmail.com. Il y a 200 choses qui auraient pu le trahir. Russell Brandom, Il en a pensé à 199, mais il n'a pas pensé à celle-là, et c'est comme ça qu'ils vont le coincer. Commence alors une deuxième phase d'enquête qui passe par les réseaux sociaux. Les agents de l'IRS analysent simplement les profils publics LinkedIn et Facebook de Ross, devenu le principal suspect. Un suspect qui partage les mêmes opinions libertariennes que le terrible pirate de Silk Road. Ross Ulbricht, ça matche très bien avec le profil de Dread Pirate Roberts que l'on voit dans ses écrits. Ce qu'ils avaient Nicolas Christine, pour eux, c'est qu'ils avaient un nom. chercheur en sécurité informatique. Ils avaient le nom de Ross Ulbricht, ils avaient une adresse email. Ils avaient de très fortes suspicions que cette personne était DPR, mais pour pouvoir le prouver, si vous voulez, avec le moins de doute possible, il fallait montrer vraiment qu'il y ait une corrélation entre le moment où Ross Ulbricht se connectait et le moment où DPR apparaissait en ligne. À San Francisco, en septembre 2013, une surveillance physique autour de Ross s'organise. Au total, une dizaine d'agents fédéraux quadrillent quotidiennement le quartier tranquille de Glen Park. Ils suivent les allées et venues du jeune entrepreneur, observent ses habitudes. Le 1er octobre 2013, les fédéraux suivent à la trace le Texan. Comme à son habitude, Ross sort de chez lui à la recherche d'une connexion Internet et d'un endroit au calme pour travailler. Il était parti s'installer dans une bibliothèque publique pour utiliser Internet. Il savait que Ross allait là-bas pour se connecter sans pouvoir être géolocalisé. Ross s'installe au 2e étage avec son ordinateur, au rayon science-fiction de la bibliothèque. Il est 15h14 quand le Dread Pirate Roberts se connecte au site Silk Road. Ross était en ligne en train de chatter en tant que DPR.
sur son ordinateur. Carrie Paul, journaliste chez Vice. Et il a la page admin ouverte. Il parlait à des utilisateurs. 2 agents du FBI arrivent derrière lui. C'est un homme et une femme qui font semblant de se battre derrière lui. Et là, Ross tourne la tête. Et au moment où il tourne la tête, un des agents lui prend l'ordinateur des mains. Ils gardent l'ordinateur ouvert, parce que s'il s'éteint, il serait inutilisable. Donc ils le maintiennent en activité pour que le mot de passe ne se mette pas en place. Et c'est comme cela qu'ils ont toutes les preuves. Les enquêteurs ont réussi à empêcher Ross d'effacer toute trace compromettante au moment de son arrestation. À ce moment-là, sur son ordinateur, Sarah Jeong, il est non seulement en train de parler en tant que DPR sur un chat, journaliste chez Forbes. mais il a aussi le site ouvert sur la page administrateur. Et puis, il y a son journal intime et tous les comptes du site, tous les messages aux vendeurs. À 29 ans, le 1er octobre 2013, Ross est arrêté et mis en examen pour trafic de drogue, piratage informatique et blanchiment d'argent. Sur son ordinateur sont retrouvés 144 000 bitcoins, soit près de 86 millions de dollars à l'époque. J'ai une amie qui m'a appelée. Julia V, ex-petite amie de Ross Ulbricht. Une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps, et je me demandais pourquoi elle m'appelait. Elle me dit « Julia, Julia, tape Ross Ulbricht sur Internet. » Et là, j'ai vu qu'il avait été arrêté. Et le téléphone m'est tombé des mains. Je suis tombée dans les pommes. À ce moment-là, je savais que sa vie était terminée. Depuis, ma vie n'a plus jamais été pareille. On était désespérés. On ne savait pas quoi faire, on recevait des conseils. C'était tellement dur. Ross n'a pas pu appeler tout de suite. Tout cela était tout simplement un véritable cauchemar. Ross est transféré à New York, placé en détention provisoire au 150 Park Row, la prison fédérale. Sa demande de remise sous caution est refusée. 1 an et demi plus tard, le 13 janvier 2015, un des plus importants procès en cybercriminalité s'ouvre à la Cour fédérale au sud de Manhattan. Habitué à défendre des clients difficiles, comme un des complices des terroristes du 11 septembre, Joshua Drattel est l'avocat principal de Ross. C'est le premier procès de l'ère digitale qui mélangeait des preuves numériques. Le navigateur Tor et l'aspect anonyme du site, mais aussi les bitcoins. C'est le premier procès avec des bitcoins. Donc vous mélangez tout ça et vous avez vraiment une affaire très particulière. Le 13 janvier 2013, sous une pluie battante new-yorkaise, les caméras du monde entier sont braquées sur le procès du créateur de la plus grosse plateforme de vente en ligne, du dark web. Silk Road attire beaucoup de libertariens, anarchistes et activistes qui croyaient vraiment en ce que faisait Silk Road. Donc il y avait un mélange étrange entre des activistes hippies et pro-bitcoins et des agents fédéraux et beaucoup de journalistes. Donc la salle d'audience est un mélange de plein de gens différents. Ross plaide non coupable aux 7 chefs d'inculpation. Jurez-vous de dire toute la vérité. Posez la main sur la Bible. Premier coup de théâtre, le jeune homme reconnaît être le fondateur du site Silk Road. Notre défense, c'était qu'il avait bien créé le site, mais que très tôt, avant que ça devienne ce que c'est devenu, puis qu'il s'en est désintéressé, et qu'il y a eu ensuite plusieurs autres Dread Pirate Roberts différents, d'autres personnes qui ont pris la suite dans l'histoire du site. J'ai appris au procès qu'il avait créé le site. Lynn Ulbricht. Mais je sais aussi qu'il s'en est débarrassé, parce qu'il n'avait pas un esprit criminel. Il n'a pas cette ambition. La défense de Ross repose sur les témoignages de ses proches, sur son apparence, son histoire. Comment ce gentil garçon aurait-il pu devenir un baron de la drogue ? Au procès, Ross s'était vraiment mis dans la peau d'un jeune homme de bonne famille. Nathaniel Popper,
journaliste au New York Times. Il n'avait rien de son côté hippie et sauvage qu'il avait pendant ses années Silk Road. C'était pour convaincre le jury qu'il était ce gentil boy scout qui ne cadrait pas avec le terrible pirate. Il était calme, doux, Carrie Paul, et poli avec la juge. journaliste chez Vice. Il passait son temps à se retourner pour soutenir sa famille. Il était là. Vous voyez, à essayer de nous réconforter. Et ça, c'est tellement lui. Et cette image de lui comme ça me hante. C'est la juge fédérale Catherine Forrest qui préside les débats. La juge a dit, en effet, vous ne ressemblez pas à un criminel normal. Mais ce n'est pas mieux. En fait, c'est pire. Le fait que vous veniez d'une bonne famille, d'un bon milieu, ça ne fait pas quelqu'un de mieux que le petit dealer du quartier du Bronx, que j'ai condamné la semaine dernière, que j'ai jugé la semaine dernière. Vous êtes pareil. En fait, ce que vous avez fait est pire, parce que vous auriez pu avoir une vie extraordinaire. Le 4 février 2015, Ross Ulbricht est reconnu coupable des 7 chefs d'accusation, à l'unanimité du jury. 3 mois plus tard, à la Cour fédérale de New York, la sentence tombe. À 32 ans, il est condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération. Une sentence pour l'exemple. Il s'est évidemment effondré au moment de la sentence. Je ne sais pas si c'est parce qu'il allait en prison pour le reste de sa vie ou si c'est parce qu'il avait des remords. Il a pleuré, il s'est excusé, il a réalisé ce qu'il avait fait, que ce n'était pas seulement une petite expérience libertarienne. Ça m'a littéralement brisé le cœur. Lynn Ulbricht, mère de Ross Ulbricht. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je n'ai pas de problème de cœur, mais j'ai failli mourir. Ils m'ont dit c'est le syndrome du cœur brisé. Depuis ce mois de mai 2015, Ross Ulbricht est incarcéré au Metropolitan Detention Center du sud de Manhattan. C'est un centre de détention vraiment difficile. C'est surpeuplé. Il n'y a pas assez de personnel, c'est très tendu. La prise en charge médicale n'est pas très bonne et surtout il n'y a pas de bonne prise en charge psychologique. Au début de l'année 2016, Maître Drattel a fait appel du jugement. Bien sûr, la fermeture de Silk Road n'a pas tari le business. Les sites de vente en ligne de drogue sont maintenant 4 fois plus nombreux. Quant à Ross Ulbricht, s'il n'a pas réellement changé le monde comme il le fantasmait, il est maintenant un symbole pour les activistes libertariens du monde entier. Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.